Très bien. Donc voilà, nous sommes ensemble via cette visioconférence pour parler d'un sujet bien particulier. Donc en attendant que tout le monde soit connecté, je vais me présenter. Donc je m'appelle José Lario, j'ai 63 ans et je suis dans la vie agent de sécurité attaché à la protection des personnes et des biens en Suisse, pour pas le citer. J'interviens également en tant que responsable de la sécurité dans un bâtiment diplomatique, pour la sécurité également des personnes. J'ai, je veux dire, l'avantage d'être l'un des rares non-résidents du pays à être une personne à qui la police a attribué un permis de port d'armes, ce qui me permet, encore une fois, de travailler sur certaines conditions. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler sur le thème du couteau. Je ne vais pas m'étaler sur mon CV, sur mes titres et autres. Si vous voulez, voilà, mon CV, j'ai 2 pages avec les diplômes, etc., etc. Je vous en fais cadeau, ça va nous permettre de garder le temps qui nous est imparti pour parler de choses plus sérieuses. J'ai commencé la pratique des arts martiaux il y a une 40aine d'années. Donc, à la base du karaté. Et ensuite, en parallèle, j'ai basculé également sur la self-défense. Et là, je vous parle d'une époque qui se situe dans les années 80. C'était, pour les plus anciens qui se reconnaîtront, l'époque où il faisait bon arriver dans les vestiaires qui sentaient la pommade chauffante, le camphre. Nous étions sponsorisés par les fabricants d'élastoplast, on en mettait partout, on était enguirlandés. Mais c'était, encore une fois, une période qui était une base où le mental, encore une fois, était très nécessaire et très important pour pouvoir progresser. Voilà, à titre d'indication, pour arriver d'un débutant d'une ceinture blanche à une ceinture noire, il fallait compter plusieurs années, et tellement le travail était difficile. Voilà. J'ai commencé encore une fois la self-défense, j'ai découvert cela, comme je vous le disais, dans les années 80, plus exactement en 1986, lors d'un stage au Centre omnisport international de Vichy. Là-bas, j'ai fait la connaissance de la personne qui allait devenir, encore une fois, mon mentor et qui a fait, encore une fois, de moi ce que je suis aujourd'hui avec mes qualités sportives. Et ce monsieur, pour ne pas le citer, c'est monsieur Claude Armand, qui est professeur de karaté encore aujourd'hui et qui reste 40 années après encore mon seul et unique professeur. C'est-à-dire que je suis resté fidèle et encore une fois, je le répète avec beaucoup de fierté, il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui dans les arts martiaux, voire dans la vie. Voilà. Je vais parler encore une fois de certaines choses vraiment particulières et ça s'adresse quand même, je veux dire, à des gens qui ont déjà une base au niveau du Krav Maga. Pour les débutants, c'est plutôt une information. Pour les autres, c'est plus, on va dire, un perfectionnement et c'est ainsi qu'il faut le prendre. Je ne suis pas là aujourd'hui pour vous apprendre et vous imposer des techniques de défense. Ça, vous avez encore une fois vos professeurs qui sont là, très compétents pour vous enseigner. Je vais parler de mon expérience par rapport à toutes ces années. Ça ne sera pas, encore une fois, que destiné aux pratiquants de Krav Maga, c'est destiné à toutes les personnes qui pratiquent une méthode de défense. Je rappelle que le Krav Maga, ce n'est pas la méthode de défense, c'est l'une des méthodes de défense. Juste une petite parenthèse historique, on remonte un petit peu l'origine des arts martiaux et de la boxe pied-point, des combats, il y a environ 5000 ans. Donc vous voyez que le Krav Maga, il y a 5000 ans, ce n'était pas tout à fait ça. D'accord. Donc 5000 ans, et ensuite, encore une fois, les origines ne sont pas non plus le Japon ou la Chine ou autre. D'accord. Les origines des sports de combat sont l'Inde. Voilà, je referme la parenthèse parce que sinon je vais vous faire un cours d'histoire et on va être là jusqu'à ce soir. Ce n'est pas le but. Bien, dans le cadre du couteau, alors on a tendance à banaliser de plus en plus cet objet. Pour moi, ça reste, encore une fois, quelque chose qui me fascine et c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux. Pour vous dire simplement, dans le cadre de mes interventions sur un bâtiment diplomatique, la saisie record en 2020 pour une journée de 6 heures,
eh bien, j'ai des preuves, j'ai des photos, etc. Et bien, c'est une saisie de 23 armes blanches à l'entrée, donc en scanning sur les personnes. Voilà, 23 armes blanches, pour vous dire à quel point on peut trouver des objets comme ceci à la portée de tout le monde. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne les ripostes, alors il existe encore une fois pour moi 3 groupes de représentatifs par rapport aux ripostes qui peuvent être faits sur une agression au couteau. C'est-à-dire, vous avez pour moi un premier groupe qui est le groupe, je vais dire, des coureurs. Voilà, une agression au couteau et la personne sait courir très vite, elle s'en va et c'est la meilleure des solutions. Vous avez ensuite un groupe numéro 2, d'accord, qui sont un petit peu, voilà, j'ai cette prétention d'être ceux qui chaque jour se remettent en question, d'accord, de façon à pouvoir rentrer chez soi le soir en bonne santé. Donc, ces gens-là, encore une fois, eh bien, tous les jours, ils travaillent, ils répètent, ils essaient de gagner le millimètre, le centième, le millième de seconde qui permet, encore une fois, eh bien, de ne pas se faire blesser. Et ensuite, il y a le groupe numéro 3 que je vais classer voilà, sous les magiciens. Voilà. OK, on va s'arrêter là. On va juste parler, encore une fois, pour moi, du groupe qui nous intéresse aujourd'hui. C'est le groupe numéro 2, c'est-à-dire les personnes qui, encore une fois, travaillent et connaissent la dangerosité du couteau. Bien. Dans le cadre des attitudes, pour la lecture, hein, c'est le thème actuel de la journée, c'est la lecture de l'action. Qu'est-ce que j'entends par une lecture de l'action? La lecture de l'action, c'est, voilà, on se trouve à un endroit donné, dans un environnement X, d'accord? Et vous avez quelqu'un qui vient vous agresser avec un couteau. Nous partons du principe que nous allons voir l'arme. Nous allons voir la personne qui arrive avec l'arme. Et non pas quelqu'un qui vient dans votre dos que vous ne voyez pas. La riposte, dans ce cas-là, dans un premier temps, est impossible. Donc, nous allons rester sur quelque chose qui est quand même relativement cartésien. Vous avez la personne, encore une fois, qui est là avec son arme. Vous avez, dans la réalité, une fraction de seconde pour analyser le problème. C'est-à-dire qu'en une fraction de seconde, vous devez être capable de vous dire « je vais réagir comme ceci ». Voilà, vous n'avez pas 2 minutes, vous avez juste une fraction de seconde. Il faut voir, analyser la situation de la personne. Est-ce que l'arme est tenue de la main droite, de la main gauche? La saisie, est-ce que la lame est vers le haut, la lame est vers le bas? Est-ce que c'est un couteau double? Est-ce que la personne a le côté armé, le pied arrière, etc., etc. Alors vous allez me dire, oui, mais tout ça, ça fait beaucoup de choses à penser. Je suis d'accord avec vous, mais rappelez-vous la première fois que vous avez mis, je vais dire, vous êtes mis dans une voiture pour la conduire, il fallait penser l'embrayage, les clignotants, les essuie-glaces, etc., etc., etc. Et au bout d'un temps, vous rentrez dans votre véhicule, et bien tout se fait tout seul. Là, c'est pareil. Il faut absolument vous conditionner, encore une fois, de façon à ce que dès que vous allez voir, dès que votre cerveau va analyser cette situation, il se dise, là, il va se passer ceci et moi, je vais faire cela. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça demande du travail. Moi, personnellement, cela va faire une quarantaine d'années que je travaille et je continue tous les jours, encore une fois, à me remettre en question. Voilà. Pourquoi la saisie de l'arme est-elle importante? Alors, je vais vous montrer comme ceci. La saisie de l'arme. Donc, je prends une arme de base, un couteau comme ceci, hein, j'espère que vous le voyez. On va rester sur une lame simple, couteau de combat. Donc, il y a le côté qui est plat, en haut, qui ne coupe pas. D'accord? Et vous avez de l'autre côté le fil, qui est le côté dangereux. Lorsque je parle d'analyser la saisie de l'arme, c'est-à-dire est-ce que la personne tient la lame vers le bas, à l'oriental, d'accord, ou est-ce que la lame est tenue vers le haut? Cet élément, encore une fois, il est extrêmement important par rapport à votre réaction. Je m'explique. Lorsque, je vais vous montrer un petit schéma, moi j'ai des talents de dessinateur, donc je vais vous en faire profiter. Je vais prendre ici le cas d'une attaque de bas en haut, par exemple. Nous avons ici, donc le bras, la main, et nous avons l'arme. Voilà. Si ici, nous avons une attaque de bas en haut avec le côté tranchant qui est ici, donc le côté supérieur
ne coupe pas, nous sommes d'accord là-dessus. Dans ce cas-là, le mouvement d'attaque va être comme ceci. Et lorsque la personne, l'agresseur, va réarmer, le mouvement va être comme cela. Ce sont deux mouvements pratiquement parallèles au niveau de la trajectoire. Le mouvement ne peut pas aller vers le haut parce que ce côté-là n'est pas tranchant. Donc déjà ça donne une indication par rapport à vos entraînements sur la manière dont vous allez pouvoir agir. Quelle est la parade qui va être la plus appropriée à ce genre de situation. Si maintenant je prends l'autre cas, le cas où la lame, donc pareil, je dessine le bras. Bon, c'est pas la même, hein, je veux dire, c'est pas le même bras. Avant, j'ai fait un bras pour un droitier, là, je fais un bras pour un gaucher. Comme ça, tout le monde est bien servi. Nous avons l'arme ici, d'accord? Et cette fois-ci, la lame, elle tranche de ce côté-là. Et c'est le côté en dessous qui est en méplat, d'accord? C'est-à-dire que la lame, elle est tenue comme ceci. OK? Voilà, là, comme ça. OK? Tout le monde voit bien? Dans le cadre de l'agression, la trajectoire de l'attaque, elle est comme cela. OK? Mais lorsque l'adversaire, l'agresseur va réarmer, le mouvement va être comme ceci. Et il va revenir à ce point-là pour réattaquer et repartir encore une fois sur la même trajectoire qui est en boutonnière. D'accord? Sur la première version, l'attaque, elle est droite et en armant, même s'il tire sur l'arme, elle fera un effet de pique. Sur la deuxième action, et c'est celle-là qui est extrêmement dangereuse, c'est la plus dangereuse, l'arme, en effectuant cette trajectoire de boutonnière, va non seulement avoir l'effet de la pique, mais en plus, elle va avoir un effet tranchant à l'armée. Pourquoi je dis ceci? Simplement parce que lors d'une agression au couteau, et je ne parle pas de menace, je parle toujours sur l'attaque, vous allez recevoir, ou on va essayer de vous donner 2 coups de couteau minimum, et c'est 2 coups de couteau en une fraction de seconde. C'est qu'en une seconde, la personne, elle vous aura attaqué 2 fois. D'où l'importance, encore une fois, de savoir de quelle manière l'arme est maintenue et saisie par l'adversaire. Voilà. Si vous avez des questions tout à l'heure, on reviendra dessus. Je vais juste, encore une fois, vraiment faire l'exposé. Et ensuite, on pourra revenir dessus. Je ne pourrai pas répondre à tout le monde, malheureusement. Voilà. Ceci, encore une fois, c'est par expérience par rapport, je veux dire, à ma profession, etc. Je dois vous dire que depuis toutes ces années, j'ai eu affaire à toutes sortes de choses, attaquer son bouteille, tournevis, couteau, etc. Je ne parle même pas de l'arme de poing. Et c'est pour ça que, encore une fois, je veux que vous compreniez vraiment ce système de schéma. Je vous ai montré, encore une fois, sur dessin. Je vais vous montrer, encore une fois, sur une cible, d'accord, de façon à ce que vous compreniez bien de quoi je suis en train de vous parler. Donc, je vais prendre ici une feuille de carton, d'accord, qui représente, qui a un minimum de résistance, et je vais faire la première action qui est avec l'arme, comme je le disais, tranchant, dirigé vers le bas, d'accord. J'ai mon assistante qui est là, je vous la présenterai tout à l'heure, on verra. Lorsqu'il y a l'agression de bas en haut, par exemple, ici, l'arme, elle rentre ici, d'accord, elle rentre 2 fois, la trajectoire, elle est directe, d'accord, pour percer le carton. D'accord? Voilà, vous pouvez voir que, encore une fois, j'espère que vous voyez bien, voilà. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est une pique. OK? C'est-à-dire que c'est comme si il y a un tournevis ou quelque chose qui rentre, qui ne tranche pas. D'accord? On ne peut pas, dans la réalité, piquer et tirer vers le bas, étant donné que c'est un mouvement, encore une fois, de bas en haut. Par contre, c'est là où je vais attirer votre attention, c'est sur le deuxième. Là où nous avons l'ustensile, lame, cutter ou couteau, avec la lame qui est tournée vers le haut. Donc, c'est celle-ci qui est extrêmement dangereuse. D'accord? Ici, vous avez la lame donc tournée vers le haut, le couteau rentre,
Et lorsque la personne va réarmer, donc le mouvement, il va s'effectuer comme ceci. À chaque fois que la personne va réarmer, eh bien, il va se produire une coupe. Voilà. Je vous montre les deux cibles. Sur la première, avec la lame tournée vers le bas, nous avons ceci, donc des pics. Et sur la deuxième, tournée vers le haut, il y a des coupures. C'est-à-dire que là, vous êtes dans un état, encore une fois, avec des blessures très graves, touchées et coupées. Voilà. Donc, il est très, très important, j'insiste là-dessus, lors de vos entraînements, eh bien, de prévoir des séances, je veux dire, incontournables. Il faut qu'à chaque entraînement, eh bien, vous fassiez, encore une fois, un travail par rapport à ceci. Percevoir, encore une fois, quelles sont les possibilités et de façon à ce que votre réactivité elle soit en place. Action, réaction et tout doit se coordonner. D'accord. Je ne vais pas vous donner, encore une fois, parce qu'on n'a pas suffisamment de temps, je ne vais pas vous donner quels sont les types d'entraînement que vous pouvez faire par rapport à ça. Mais là, c'est à votre professeur également de mettre tout ça en place. Là, nous avons parlé un petit peu de l'attitude de l'agresseur et surtout de la saisie, la manière dont est saisie l'arme. Très bien. Il est également très important par rapport aux défenses que cette analyse soit faite très très rapidement. Suivant que l'arme a le fil dirigé vers le bas ou vers le haut, il y aura, encore une fois, et là nous rentrons dans le cadre du sujet numéro 2, donc la pertinence des ripostes. Hein. C'est-à-dire, il y a des parades qui seront plus appropriées à une saisie à l'orientale ou à une saisie l'arme inversée. La saisie lame inversée est également valable pour les couteaux qui ont 2 fils de coupe. D'accord? Voilà. Je m'explique. Si vous avez, encore une fois, un agresseur avec une arme, la lame dirigée vers le bas, donc assistante, voilà, lame dirigée vers le bas. Encore une fois, je ne vais pas vous donner, je ne vais pas vous dire quelles sont les parades qui sont encore une fois les plus convaincantes ou autres. Je vais simplement vous parler de positionnement par rapport à ces parades. Okay. Ici, nous avons donc un couteau sur une attaque verticale. Je montrerai tout à l'heure également sur l'attaque de bas en haut. Donc, de haut en bas, okay, nous sommes d'accord que la partie dangereuse de l'arme est là, ainsi que la pointe. Ici, ça ne coupe pas. Donc, avec mes entraînements, j'ai cette analyse qui consiste à dire, par rapport à ça, bingo, je connais, j'ai vu, je me suis entraîné là-dessus, c'est bon pour moi. Je vais être, encore une fois, en mesure de décider de quel côté de l'arme je vais partir. Nous sommes tous d'accord, hein, je n'ai pas à vous expliquer que de toute façon, il faut sortir de l'axe, on n'est pas en train de parler de ça. Donc, je suis là, je sors de l'axe. Si je sors, mon choix a été fait de sortir sur l'extérieur par rapport à cette parade, d'accord, je ne pourrai pas encore une fois, venir ici pour faire des saisies, etc., parce que je vais me retrouver avec la partie tranchante de l'arme qui va être sur mon avant-bras. D'accord? Donc, il serait plus pertinent de partir sur l'extérieur, sur ce type de parade, d'accord, de façon à faire des saisies ici, et encore une fois, que l'adversaire ne puisse pas revenir avec l'arme. Si je sors de ce côté, avec quelque parade que ce soit, l'adversaire peut revenir ici pour toucher. Si je sors sur l'intérieur, l'adversaire, ici, ne pourra pas revenir. Il aura beaucoup plus de problèmes. Et par contre, moi, j'aurai ici les saisies qui seront beaucoup plus faciles. Je vous montre ceci, ça pourrait être sur une autre parade, en croix, en V, en W, tout ce que vous voulez. D'accord? Bien. Sur l'attaque de bas en haut, il en est de même. Nous avons ici, par exemple, l'arme, comme je l'ai expliqué, style pique. C'est-à-dire que là, avec le mouvement circulaire ici, la partie au-dessus ne tranche pas. Si d'ici, je vais sur le côté intérieur, d'accord, étant donné que la partie ici ne tranche pas, ça n'existe pas ça, hein, les gens qui sont là et qui
qui viennent comme ceci, ça n'existe pas. Pas dans la réalité, en tout cas. Dans les salles de sport, oui, parce que les professeurs, il faut qu'on vous occupe pendant 2 heures, alors on vous fait des exercices des fois terribles. Donc d'ici, vous voyez, l'arme, elle est là, et on ne peut pas. Elle ne peut pas revenir, et moi, je ne suis pas coupé. Même si je touche l'arme, je ne suis pas blessé. Par contre, sur cette action, si moi, j'ai décidé de partir sur l'extérieur, je pars ici, la biomécanique de l'avant-bras permet de faire que cette personne puisse continuer son attaque ici et venir me blesser. Voilà la différence, voilà la pertinence. Pourquoi est-ce que je dois choisir? Est-ce que je vais sur l'intérieur ou est-ce que je vais sur l'extérieur? Si la lame est dans l'autre sens, même chose. D'ici, je ferai le choix, par exemple, d'aller sur l'extérieur. Quelle que soit la parade, d'accord? Sur l'extérieur. La personne qui va revenir en biomécanique, elle va revenir avec la partie qui n'est pas tranchante. Par contre, si je choisis ici de partir sur ce côté-là, la personne peut revenir ici comme ceci. D'accord? Et là, je me fais couper sur l'avant-bras, côté des veines, des artères et des tendons, avec des blessures qui, là, sont très, très graves. De haut en bas, même chose, pour en revenir, si la personne tient la lame comme ceci, donc le fil vers moi, est-ce que tout le monde voit bien? Voilà. Là, le fil est comme ceci. Et ne dites pas, non, on ne tient pas une arme comme ça. Si, on tient une arme comme ça. En combat, en général, enfin moi personnellement, en combat, je tiens mon arme comme cela, avec ceci ici pour protéger, etc. Mais encore une fois, je ne suis pas là pour imposer des choses, je suis là tout simplement pour vous parler de mon expérience. Si nous sommes ici sur une action avec une arme saisie de cette façon-là, je choisirais personnellement de partir ici sur l'extérieur, comme je le disais avant. D'accord? Parce que de là, la personne peut revenir, nous sommes d'accord, mais moi je peux ici bloquer de cette façon ou d'une autre, mais je vais montrer celle-ci, je ne peux pas tout montrer en même temps, ce qui fait que je suis du côté où l'arme ne tranche pas. Donc il n'y a aucun danger si je suis, encore une fois, entraîné. Si par contre, je choisis d'aller sur l'intérieur, et encore une fois, chacun est libre de faire ce qu'il veut, moi personnellement, je pars sur mon intérieur ici, je me déplace, je sors de l'axe de l'arme. Si je fais ceci, et que je vais pour faire une parade, l'adversaire peut revenir avec son arme en passant devant. Donc soit d'ici, elle viendra avec l'arme vers le bas, et ça fera des dégâts au niveau de la sangle abdominale, soit ici, ça fera des dégâts au niveau des avant-bras, soit ici, ça fera des dégâts plus importants au niveau du visage. Voilà. C'est valable également, comme je le disais, pour les armes qui ont un double tranchant. Voilà. Donc ça, c'est encore une fois la base de ce que je voulais vous dire par rapport au couteau. On peut en parler pendant des jours et des jours, mais encore une fois, j'espère que vous avez bien pris conscience de ces éléments, de ce que je viens de vous expliquer, parce que, encore une fois, c'est cet entraînement-là qui va faire que vous allez être bon. On parle de situations de stress, on parle de situations où la personne, due à la peur, etc., elle est bloquée, elle se fige et autres. Je suis tout à fait d'accord là-dessus, mais vous allez non pas l'éliminer, ce stress, vous n'allez pas éliminer cette peur. Vous allez simplement, grâce à votre entraînement, vous allez, encore une fois, être plus apte à réagir à ce genre de situation. Le fait de vous entraîner, de vous surentraîner, va vous permettre en une fraction de seconde de faire la bonne analyse de façon à ce que vous puissiez faire les bons choix. Voilà.
En ce qui concerne ensuite l'environnement, bon là c'est pareil, l'environnement ça dépend encore une fois, s'ils sont à plusieurs, ça dépend si je me trouve dans un endroit clos, ça dépend si je me trouve à l'extérieur. Okay. Ce que je viens de vous expliquer là, cette situation, c'est, voilà, nous sommes obligés de rester, quel que soit l'environnement, quel que soit le lieu, parce que nous avons quelqu'un avec nous, nos parents, nos enfants et autres, que nous ne pouvons pas laisser là, et nous sommes obligés d'intervenir. Voilà. Dans le cadre, encore une fois, de la légitime défense. Alors, il faut savoir une chose, c'est que vous avez le droit, naturellement, de vous défendre par rapport à une agression. Quels que soient les ripostes, quel que soit votre droit, l'important, encore une fois, c'est qu'il y ait des témoins. La légitime défense, c'est comme un fil du rasoir. C'est-à-dire que vous êtes oui, vous n'êtes pas. Mais la tolérance, elle est vraiment, vraiment minime. D'accord? Si vous vous êtes agressé par quelqu'un, que ce soit avec une arme ou autre chose, et qu'il n'y ait pas de témoin, eh bien, ça sera sa parole contre la vôtre. Donc, même si c'était un agresseur, si vous étiez la victime, ça peut, encore une fois, mal se passer, malheureusement. D'accord. Je vous dirais simplement une dernière expérience qui s'est passée il y a quelques semaines. J'ai fait l'objet d'une agression avec un individu armé d'une matraque. Et bien, heureusement, j'ai eu des témoins. Le meilleur témoin qui peut exister, c'est une vidéo. Voilà. Je ne peux pas vous la montrer, mais voilà. Donc, une personne qui a agressé avec une matraque. Voilà. La durée du combat, dans la réalité, 5 secondes. D'accord? Parce que, encore une fois, il y a une certaine connaissance qui est là. Mais par contre, ça aurait pu se retourner contre moi si cela avait été, je veux dire, sans présence de vidéo. Donc, simplement pour vous dire que c'est très difficile. Il est clair que dans le cadre d'un service ou autre, si la personne est armée, il y a d'autres moyens d'action. Et dans des pays donc limitrophes, les agents de sécurité attachés à la sécurité des personnes, protection des personnes et autres, ont, encore une fois, plus, je vais dire, plus de possibilités, l'éventail des ripostes et des tolérances est plus important qu'en France, notamment pour les policiers ou autres. Les policiers, malheureusement, ils doivent encore une fois subir certaines pressions, ils n'ont pas le droit de faire certaines choses, et je dis que c'est malheureusement, d'accord. Dans d'autres pays, c'est un peu plus libre hein, et la tolérance, elle est plus importante. C'est pas pour autant que les gens doivent en profiter. Bien sûr, il y a toujours le cadre de la loi qui doit régir donc tout ça. Mais encore une fois, je le rappelle, dans ce cadre-là, légitime défense ou pas, il faut un maximum de témoins. Voilà. Je vais encore une fois vous laisser aussi, si vous avez des questions à poser là-dessus. Tout le monde ne pourra pas, encore une fois, poser les questions, on n'a malheureusement pas trop le temps. J'ai essayé de faire très condensé, hein, je veux dire, ce que je viens de vous dire là, ça dure des heures, ça dure des semaines, des mois, des années, des dizaines d'années, d'accord. Mais encore une fois, c'est quelque chose de très, très important. Je vais simplement finir par une petite phrase que j'aime bien, c'est une phrase de Monsieur De Verdenza. Hein, c'est en cas d'agression, si votre confiance en soi elle est basée sur du vent, eh bien votre riposte elle ne sera qu'illusion. Voilà, c'est une phrase que j'aime bien et répétez-vous ça à chaque entraînement. Voilà. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour de tout ça. Si vous avez des questions à poser, eh bien, écoutez, je vous en prie, je suis à l'écoute. Réactivation des micros, je sais pas. Alors, j'essaye de faire au niveau des réactivations. J'ai un petit souci. Alors, je suis ce qu'on appelle un dinosaure
dans la technologie. J'essaie de voir au niveau des micros. Voilà. J'ai un peu de soucis quand même. Je suis absolument désolé. Je sais pas. J'arrive pas à établir, encore une fois, à rétablir le son. Question par chat. Converser par chat, mais après, il faut écrire. Peut-être appuyer une fois là, déconnecter, ça va être. Est-ce que là, ça marche? Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui. Ouais. J'arrive pas, malheureusement, à. On n'arrive pas à les entendre. J'arrive pas à vous entendre. Ouais, essayez de voir. On va essayer de trouver la solution. Alors pendant ce temps, je vais vous occuper un petit peu. Hein. Voilà. J'ai encore une fois travaillé sur des recherches un petit peu personnelles par rapport à tout ce qui est par rapport à tout ça. Et je rappelle que tout ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas simplement l'enseignement qui m'a été appris par mon professeur, c'est également beaucoup de travail personnel et beaucoup de remise en question. Et c'est comme ça, encore une fois, c'est par votre travail, par votre insistance que vous allez progresser. Il ne faut absolument pas croire que le Krav Maga va faire de vous ce que vous êtes, une qualité de combattant, etc. C'est vous qui allez faire du Krav Maga, encore une fois, votre personnalité. C'est vous qui allez le personnaliser, c'est vous qui allez faire que ce soit vraiment une méthode qui soit le plus adaptée aux différentes situations. Comme je le disais tout à l'heure, ne vous basez pas sur les vents, faites vraiment un travail approfondi et mettez-vous en question le plus possible. Voilà. J'espère que là, vous arrivez à bien m'entendre. Et est-ce que quelqu'un veut poser une question? On va tester, voir si le son est rétabli. Allô? J'entends des bruits, mais est-ce que quelqu'un veut poser une question? On t'entend, tout va très bien, sinon vous sortez à l'intérieur ou à l'extérieur, si le couteau tranche, est-il une solution? Alors, là, je vois des questions. C'est bien de poser des questions comme ça, je vais les lire au fur et à mesure. Lorsque le couteau présente deux fils, d'accord, qu'il tranche sur les deux côtés, je l'ai dit tout à l'heure, il faut faire le choix comme si le tranchant était tourné, encore une fois, comme ceci. Je vais vous expliquer de nouveau avec le. Voilà. Donc, ici, nous avons le couteau. À partir du moment où il tranche sur les deux côtés, d'accord? Voilà, je vais prendre ici. À partir du moment où le couteau, il est tranchant sur les deux côtés, ok? Donc, il sera, encore une fois, pertinent de sortir comme je le disais tout à l'heure. C'est-à-dire que si d'ici, je sors sur le côté extérieur, d'accord? Le tranchant, il est ici. Et même si le tranchant est également du deuxième côté, d'accord? Eh bien, la personne va pouvoir me couper.
Nous sommes d'accord là-dessus. Maintenant, si je sors ici sur l'intérieur, le couteau, il est tranchant sur les deux côtés, nous sommes d'accord, là et ici. Mais le fait que je sois ici, lui ne peut pas revenir comme ça. Il ne peut pas revenir comme ça. C'est beaucoup plus difficile, d'accord? Il est beaucoup plus difficile de revenir dans ce sens-là. OK? Voilà. C'est pour ça que, encore une fois, d'ici, je sortirai plus vers l'intérieur que l'extérieur. L'extérieur, j'ai deux dangers. J'ai le danger ici, un, et j'ai le danger deux, parce que si la personne passe là, elle peut revenir. Elle peut revenir. D'accord? Si je reste sur l'intérieur, ici, même si le couteau est tranchant sur les deux côtés, je fais ma saisie, par exemple, d'accord? Et de là, encore une fois, l'arme, elle est inerte par rapport à moi. Voilà. Est-ce que ça répond bien? C'est très difficile d'expliquer sur un plan qui est très petit comme ceci. Naturellement, c'est lors des stages ou autres que l'on peut aborder ce genre de situation, ou en salle avec votre professeur. Je veux dire, il n'y a pas besoin de stage forcément. À partir du moment où vos professeurs connaissent les sujets, eh bien, il n'y a pas de souci. Par contre, encore une fois, prenez conscience que le couteau qui coupe d'un côté ou pas, même s'il ne coupe pas, il y a la pique, d'accord, la pointe, c'est très dangereux. Donc, ne vous prenez pas pour des magiciens, il n'y a pas de baguette magique pour le couteau. Il faut savoir que dans une agression, les coups de couteau vont s'enchaîner. Dans 95% des cas, le premier coup de couteau, eh bien, il va vous toucher. Et c'est là qu'intervient votre première façon de faire, de sortir, et votre premier choix sur l'intérieur ou sur l'extérieur. D'accord? Je rappelle que l'axe est très important. Il faut toujours sortir de l'axe. Si je prends une cible donnée, lors de l'attaque, si la personne elle reste en parade avec le buste droit, comme on voit souvent, je ne dis pas que ça n'existe pas, c'est un choix, d'accord? Que l'arme, elle pénètre, qu'elle soit tournée vers le bas ou vers le haut, si l'arme, elle pénètre, eh bien, elle fera d'énormes dégâts. Si par exemple la personne, au même moment que l'arme, elle arrive, si la personne sort de l'axe et se tourne, donc l'arme, même en pénétrant, va être sortante. Ce qui fait qu'il y aura des lésions, c'est clair, mais elles seront beaucoup moins importantes que si on restait face à l'arme. Il y a quelque chose qui est très important également, qui doit vous permettre d'avoir une confiance en vous, c'est la... Comment est-ce que je vais vous expliquer ça pour que ça soit facile? C'est encore une fois par rapport au couteau, la tenue bien sûr, mais la façon dont vous allez sortir. Maintenant j'ai perdu le fil, j'avais quelque chose de très important à vous dire et ça m'échappe parce que j'ai tellement d'informations que j'aimerais vous donner que voilà. Donc je disais oui que le premier coup de couteau, de toute façon, il risque de vous toucher en sachant que derrière, ça va être une rafale. Oui, pour vous permettre, encore une fois, d'aborder cette agression avec un peu plus de sérénité, on va dire. Sérénité, d'accord? Eh bien, il faut, comment est-ce que je veux dire? Il faut considérer que le danger n'est pas l'arme. Voilà. Si je pose ce couteau sur une table, il n'est pas dangereux. On a rarement vu un couteau qui tout seul saute sur un passant. D'accord? Donc, il faut considérer que le problème, le danger, c'est celui qui tient l'outil. C'est le porte-outil. Voilà. Mes élèves reconnaîtront le langage. Donc, voilà, ce n'est pas l'outil qui est dangereux en lui-même, c'est un porte-outil. Je reste toujours sur le couteau. Hein. Voilà, on parle bien du couteau. Voilà. À partir du moment où je fais abstraction de l'arme, parce que l'arme n'est que une continuité de l'avant-bras, à partir du moment où je fais l'abstraction de l'arme et que je m'occupe du porte-outil, d'accord, eh bien, les choses, elles sont déjà plus faciles. Voilà. Cet état de stress, cette appréhension de toucher, de prendre l'arme et autres, eh ben, elle va déjà s'enlever en grande partie. D'accord? Voilà. Donc, occupez-vous du porte-outil, l'outil va tomber. L'importance de votre première action, de votre première riposte, va faire que vous allez mettre, encore une fois, votre adversaire KO. Lorsque vous allez faire un KO sur la fraction de seconde,
le réflexe neurologique, c'est quoi? C'est la main s'ouvre, l'arme tombe. Donc, vous êtes hors de danger. Mais encore une fois, pour cela, il faut de l'entraînement, il faut être efficace, il faut être rapide et il faut être précis. Donc ça, encore une fois, je ne suis pas là pour vous l'apprendre. Encore une fois, vous avez des salles et des professeurs qui vont vous aider là-dessus. Je préconise personnellement de chercher le chaos, de chercher le mouvement qui va être déterminant. Je ne chercherai pas à faire des saisies. De toute façon, dans les saisies, vous allez dans le corps à corps, si vous avez quelqu'un qui a l'habitude du corps à corps et autres, vous allez peut-être vous trouver en difficulté par rapport à ces situations. Donc, encore une fois, essayez de vous entraîner de façon à ce que, sur une fraction de seconde, l'adversaire il soit mis hors de combat. Voilà. KO, l'arme tombe au sol, vous êtes tranquille, vous partez. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions? Si vous avez. Alors, voilà. Alors, qu'est-ce que je pense du 360? Alors, le 360, encore une fois, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, on appelle ça 360 parce que voilà, ça vient. C'est Krav Maga qui a indiqué, il me semble que c'est on appelle ça le 360. D'accord? De la même manière que le coup de pied de face, on dit coup de pied de face, les Japonais, ils disaient maigiri, etc. Voilà, connaissance en japonais un petit peu. Donc, le 360, c'est très important, mais toutes ces techniques de 360, elles existent depuis toujours. Je veux dire, ce n'est pas par rapport au Krav Maga. Okay, ensuite, le 360, tout dépend encore une fois de la parade que vous allez faire. Vous avez les parades qui sont comme ceci, qui sont destinées à la partie haute, et les parties basses sont plus comme cela. Okay, donc, de travailler l'ensemble, c'est tout à fait normal. Je veux dire, mais cette parade que je peux faire ici à niveau moyen, par exemple, je peux le faire également à partir au niveau haut. Je peux le faire, par exemple, si j'ai trébuché, je suis à genoux, je peux le faire également en partie basse. Donc, si vous voulez, le placement du bras dans le 360, il va être libre. C'est simplement une question de logique. Les bras vers le haut, à partir du bas du corps vers le haut, grosso modo, d'accord? Les bras vers le bas, à partir de la partie médiane vers le bas. Difficile de bloquer en haut avec un bras comme ça. Voilà, c'est simplement une question de logique et de biomécanique. D'accord? Voilà. J'espère que ça répond à la question. Mais sinon, 360, très important de travailler dans tous les plans dans l'espace. De la même manière qu'il faut tourner sur soi également pour travailler dans toutes les différentes directions. Je rappelle que dans l'environnement d'une agression, on tient compte de la personne qui est en face de nous, mais on tient compte également de ce qui se passe autour. Est-ce qu'il y a un deuxième, un troisième et un quatrième qui arrive? Voilà. Moi, par expérience, sur 36 années d'intervention, j'ai pris deux coups au niveau du visage, et c'est le troisième assaillant qui me l'a donné, parce que j'étais 1-2 et je n'ai pas fait attention au troisième, je n'ai pas eu le temps non plus, et je n'avais pas toutes ces connaissances, peut-être aussi, je manquais peut-être d'entraînement. Voilà, donc c'est pour ça que bien, il faut toujours continuer de travailler pour être non pas parfait, mais essayer de s'y approcher. Voilà. Alors, une question? Je suis en train de chercher. Il y a quelqu'un qui a posé une question et ça s'est effacé. Sur une attaque. J'ai vraiment de soucis de connaissances technologiques. Vous voyez, pourquoi on ne peut pas tout connaître. Hein. Alors, tu as plein de. Oui, alors on va prendre une question. Alors, selon votre expérience, l'agresseur avait déjà le couteau dans la main ou l'avait-il caché ou sorti de sa manche? Très bien. Alors, il y a différents types d'agresseurs. D'accord? Vous avez la personne, en général, qui va vous agresser, vous ne verrez pas l'arme. D'accord? Parce que si vous voyez quelqu'un qui est à 10 mètres de vous, avec un couteau, vous voyez bien que si vous êtes seul, ça va être pour vous. D'accord? Donc, dans le travail du corps à corps, la personne va venir et boum, elle va vous planter, vous ne verrez rien. D'accord? Dans le cadre où vous voyez une personne, si la personne elle est à 10 mètres, vous pouvez partir. Essayez. Mais comme je l'ai dit, le thème, c'est on doit rester.
Mais dans la plupart du temps, la plupart des cas, pardon, lorsque vous voyez l'arme, c'est trop tard, vous ne pouvez pas partir. Une personne qui est armée d'une arme blanche et qui se situe à environ 6 mètres, vous n'aurez pratiquement pas le temps de dégainer, par exemple, une arme. Entre le moment où vous allez chercher l'arme dans le holster, la sortir, faire le taprac, la charger, etc., l'autre, l'agresseur, il vous a déjà planté. C'est pour ça que, par exemple, moi, lorsque je travaille avec une arme, l'arme, elle est chambrée. C'est-à-dire que l'arme, elle est chargée, elle est approvisionnée, elle est prête à tirer. Je sors, je tire. Voilà. Donc, dans ce cas-là, la question avec l'agresseur couteau ne se poserait pas. Donc, je rappelle que dans ce qui est tout corps à corps, dans certaines régions géopolitiques où les gens se font agresser au couteau, parce qu'ils sont de tendances différentes, on va dire, d'accord? Un qui a des cheveux, l'autre qui n'a pas de cheveux. Dans le corps à corps, la personne va s'approcher, va vous mettre les coups de couteau, va partir et vous ne verrez absolument rien. D'accord? Par contre, il est vrai que même si vous ne voyez pas une attaque arriver et que vous prenez un coup de couteau, là, ça fait partie d'un niveau au-dessus pour le travail, notamment dans le Krav Maga. C'est-à-dire qu'on va travailler sur comment, malgré une blessure, apprendre au corps à réagir et à ne pas se laisser, encore une fois, dans la mesure du possible, blesser 2, 3, 4, 5 fois. Mais encore une fois, ça fait partie d'un autre objet, c'est un autre niveau de travail. Voilà. Donc j'espère que là, j'ai répondu. Dans 99% des cas, vous ne verrez pas l'arme. Une autre question? Alors, sur une attaque avec pic, attendez voir. Je reprends une question. Voilà. Donc, alors, si le fil ouais, ça, j'ai déjà répondu à cette question. Par exemple, le couteau qui tranche des deux côtés. D'accord? Alors, dans le cas d'une personne qui est pratiquée à sa défense, comment ceci. Alors, la question, c'est, voilà, dans le cadre de la légitime défense, comment est considérée par les tribunaux une personne qui se défend? La base, elle reste de même. Il faut savoir que si vous êtes ceinture blanche d'une méthode de combat, devant les tribunaux, ça ne compte pas. Par contre, vous êtes professeur, ceinture noire et autres. À partir du moment où vous avez un certain niveau, une certaine expérience, une certaine qualification et des titres, eh bien, vous êtes considéré déjà comme une personne qui est susceptible d'avoir une riposte plus adéquate. D'accord? Je rappelle que si vous intervenez, si vous ripostez et que vous blessez l'adversaire, de toute façon, ça va passer par les tribunaux. Et si vous êtes pratiquant d'art martial d'un certain niveau, vous êtes déjà aussi, vous, à la base, considéré comme armé. D'accord? Je reviens en parenthèse sur le cas personnel d'il y a quelques semaines, comme je vous l'ai expliqué. 5 secondes de combat, l'adversaire numéro de combat, l'arme au sol, et je ne l'ai pas blessé, je l'ai simplement ensuite immobilisé. Je ne l'ai pas blessé. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Il y a également une différence, même si la personne elle est armée d'un couteau. À partir du moment où vous faites le KO, par exemple, et que vous saisissez l'arme, jusqu'à là, vous êtes considéré comme quelqu'un qui a agi en état de légitime défense. Par contre, KO, la personne va au sol, vous avez l'arme en main et vous shootez dedans, je ne parle même pas de piquer, d'accord? Vous shootez dedans, vous devenez agresseur. Vous n'êtes plus dans ce cadre-là de la légitime défense. Voilà. Toujours les témoins, rappelez-vous. Voilà, je vais voir pour une autre question. Alors. Alors, j'essaie de. Il y a des questions qui se chevauchent un petit peu. Quelle serait la meilleure défense contre une attaque? Alors, voilà, la question c'est quelle serait pour moi la meilleure défense avec une arme, donc la lame avec la lame donc de bas en haut, mais avec la lame donc qui coupe vers le haut. D'accord? C'est-à-dire comme ceci. Attaque de bas en haut, donc la lame, je recule, donc la lame comme ceci. Je rappelle que pour moi, lorsque la lame est comme cela,
je considère que c'est la même action que je peux utiliser pour un couteau qui coupe dans les deux sens. D'accord? Mais on va rester sur ce fil-là. Je rappelle toujours la biomécanique. Le corps humain, il peut agir d'une certaine façon. Je peux plier mon coude comme ceci. D'accord? Je ne peux pas me plier mon coude autrement. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. À partir du moment, je rappelle, où je choisis de partir sur l'extérieur, moi, je ne vais rien vous imposer. Je n'ai pas encore à vous dire, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Moi, je sais comment je le ferai. Si vous avez bien écouté ce que j'ai dit tout à l'heure, vous avez la réponse. Donc, sur un fil comme ceci vers le haut, moi, je pars sur l'extérieur, d'accord? Parce que même si la personne revient ici avec l'arme, ce côté-là n'est pas tranchant. Donc, même si elle me touche, je ne risque absolument rien. Voilà. Si maintenant je fais sur l'intérieur, ici, la personne, ici, biomécaniquement, son coude va fléchir comme ça, et la personne peut revenir, vous voyez, avec l'arme, et là, vous avez le fil qui est devant. Ce qui fait que, forcément, il va y avoir une touche au niveau du bras, il va y avoir une pique ici au niveau du corps, etc., etc. Voilà. J'espère que c'est clair. Je vais voir encore une autre question. Alors, j'essaie de trier, je m'excuse si je ne réponds pas à tout le monde, mais j'essaie de trier un petit peu s'il y a 2, 3 questions, 4 questions qui se ressemblent. Alors, sur l'attaque au couteau, saisie. Alors, sur l'attaque au couteau avec saisie, est-ce qu'il vaut mieux réagir sur la saisie pour essayer de ne pas laisser partir? Ok, très bien. Alors, là, nous sommes sur l'attaque, donc sur le couteau, avec saisie. Tu peux enlever. Voilà. Donc là, je vais prendre ceci, ça va être plus facile pour une explication et surtout moins dangereux pour mon assistante, bien sûr. Je vous ai précisé tout à l'heure que personnellement, je ne chercherai pas à saisir. Je ne chercherai pas à saisir. Moi, je chercherai le point de KO. Voilà. Personne tombe, pour me terminer, on n'en parle plus. Dans la réalité, vous allez être en état de stress. Légère transpiration, les mains moites. L'adversaire va être également en état de stress, adrénaline, etc. Donc, il y a des chances pour qu'il soit aussi en état de légère sudation. À partir du moment où vous faites une parade avec une saisie, okay, rappelez-vous, les mains moites, la personne a également transpiré, elle va retirer l'arme, parce qu'encore une fois, les gens n'attaquent pas, ils restent comme ça pour attendre la pluie et le beau temps. La personne, elle va retirer l'arme, tire fort, ce qui fait qu'avec la transpiration, tire fort. Voilà. Même si vous tenez très fort, la personne va ressortir. Parce qu'encore une fois, pour ressortir, elle ne va pas sortir en ligne droite. Elle sait également comment fonctionne la biomécanique. Elle va tourner son bras, elle va tourner pour avoir plus de puissance. D'accord? Donc, moi, mis à part le fait que la personne a un gros blouson, où je peux saisir éventuellement le blouson, si la personne, elle est torse nu, si la personne, elle est avec un t-shirt, manche retroussée ou autre, je n'essaierai pas de saisir. Voilà. Vous avez 99% de chances que l'adversaire récupère son arme et vous réattaque derrière. Voilà. Il y a une question donc sur l'attaque en estoc. Okay, l'attaque en estoc, on en revient exactement un petit peu à la même chose. Je rappelle qu'il y a 2 types d'assaillants. L'assaillant qui vient simplement pour vous piquer parce qu'il sait qu'en vous piquant, il ne va pas forcément, ça ne va pas être létal, etc. Et le deuxième type d'assaillant qui, lui, veut vraiment vous blesser. Et quand je dis vous blesser, c'est gravement. Donc, sur l'attaque en estoc, on en revient exactement au même. C'est-à-dire que la personne vient ici en estoc, en ligne droite, la pique. D'accord? Pour réarmer, la personne, elle va simplement fléchir et elle va revenir en pique. Rien de plus logique. Par contre, si la lame elle est tenue comme ceci, la personne pique et en retirant l'arme, forcément, ça va augmenter la coupure et on en revient à ce que je montrais.
Voilà. Donc, d'un côté, même en attaque en estoc, eh bien, vous allez avoir la pique si l'arme est dirigée vers le bas. Si l'arme est dirigée vers le haut ou c'est un couteau à double tranchant, vous allez avoir des lésions qui sont beaucoup plus graves. D'accord? Mais dans tous les cas, encore une fois, sortez de l'axe et essayez le coup fatidique, le KO. Voilà. Il y a d'autres questions? Je vais. Peux-tu donner des indications pour l'information? Alors, pareil, je vais essayer de concentrer un petit peu les réponses. Peux-tu donner des indications d'information parce que la distance de sécurité? Alors, il y a au niveau des distances de sécurité, encore une fois, je répète, lorsque vous allez subir ce genre d'agression, deux possibilités, soit c'est au corps à corps, le couteau, vous n'avez rien vu, donc la distance de sécurité, là, on n'en parle même pas. On n'en parle même pas. Ensuite, lorsque vous avez la personne qui est à une certaine distance, okay, naturellement, les mains ne doivent pas être touchées. On voit souvent dans des actions les gens qui se mettent en garde. Si vous vous mettez en garde, vous allez vous faire couper les doigts. Donc, il coupe un doigt, hop, je change de main, il coupe l'autre main, et puis je bloque avec la tête ensuite. Voilà. Donc, il faut toujours être à une certaine distance qui permette à l'individu de ne pas vous toucher. Ensuite, il faut tourner, ne pas rester dans son axe, il faut tourner. Il faut tourner dans l'axe. Donc là aussi, vous voyez, c'est très important d'analyser dès le départ comment est maintenue l'arme, parce que suivant la manière dont est maintenue l'arme, je vais tourner vers la droite ou vers la gauche, de façon à ce qu'il ne puisse pas l'utiliser dans sa plus grande efficacité. D'accord? En ce qui concerne les attaques de coups de pied sur une attaque au couteau, pareil, moi personnellement, je ne suis pas adepte. Okay, il faut les apprendre. Mais pour moi, elles sont plus adaptées à une attaque au bâton qu'à une attaque avec une arme à tranchant. Pourquoi? Parce que si vous avez, par exemple, quelqu'un qui vous attaque de haut en bas, et on le voit souvent, attaque de haut en bas, coup de pied direct dans les selles, etc., etc. Moi, je donnerais un coup de pied si vraiment je le supposais nécessaire, mais ça serait au menton. Bon. Mais là, nous sommes d'accord qu'une femme en petite jupette, donner un coup de pied au niveau du menton, nous sommes tous preneurs. Voilà, mais encore une fois, au niveau de l'efficacité, nous n'en sommes pas là. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez, encore une fois, utiliser le pied pour arrêter l'adversaire, la biomécanique, la réaction va faire que l'adversaire va se pencher en avant et forcément, il y a des grandes chances pour qu'il vous pique au niveau de la cuisse. Si vous piquez à l'extérieur, c'est pas grave. Si vous piquez à l'intérieur, fémoral, etc., beaucoup plus de danger. Donc, c'est vrai qu'il faut maintenir l'adversaire à distance, d'accord? Il faut tourner autour de lui, ne pas rester dans son axe, ok? Et peut-être qu'en tournant dans son axe, si vous êtes seul, vous pouvez partir. Mais sinon, eh bien, vous avez mettez le plus de chances de votre côté. Mais tout ça, ce sont des éléments que vous avez normalement travaillé en salle avec vos professeurs. Je suppose que si vous parlez des couteaux et autres, c'est que vous en avez déjà vu un petit peu les prémices. Voilà. Une autre question? Oui. Oui. Alors, mais juste ça, on a vu un petit peu l'ensemble. La personne demandait, oui, si le couteau est caché dans une manche, etc., etc., etc. On parle du principe qu'on voit l'arme. Si on ne voit pas l'arme, on ne peut pas réagir. Vous ne pouvez pas, vous prenez dans la rue et chaque personne que vous croisez, vous faites des 360 pour vous dire, tiens, il a peut-être quelque chose dans sa manche ou pas. Là, on verrait plutôt ceci en cas d'intervention des forces de l'ordre ou autre, où, par exemple, il ne laisserait pas un individu qui est interpellé pour un contrôle, il ne laisserait pas mettre la main à la poche, parce que là, il peut sortir également des éléments. Mais ça, c'est autre chose. Je fais des formations pour des personnes comme ça qui ont l'extrême amabilité de faire confiance à mes connaissances. Mais encore une fois, ce n'est pas dans le cadre civil. Dans le cadre civil, je veux dire, il faut rester un petit peu dans la logique. Voilà. Alors, deux agresseurs au couteau. Alors, deux agresseurs, dont un qui a le couteau. Alors là, je dois vous dire tout de suite, vous n'avez pas de chance. À mon avis, vous devriez changer de quartier, parce que ce n'est pas votre jour. Si un adversaire, encore une fois, si vous avez deux agresseurs, dont un qui est armé avec le couteau, encore une fois, ce sont vraiment des entraînements qui sont spécifiques.
Mais là, encore une fois, le placement, il est extrêmement important. Il faut savoir que si l'agresseur est à votre gauche, l'agresseur avec le couteau, d'accord? Moi, je chercherais personnellement, encore une fois, je ne suis pas là pour vous imposer quoi que ce soit. Je vous dis un petit peu, de par l'enseignement de nos professeurs et autres, eh bien, je chercherais plutôt à rester du côté de la personne qui n'est pas armée. Pourquoi? Parce que celui qui est armé, s'il me fait une attaque au couteau, il va trouver son collègue, il va trouver son partenaire entre lui et moi. Donc, je vais tourner de façon à voir la personne non armée, l'agresseur non armé, qui me sert un petit peu de bouclier. Voilà. Ensuite, ça sera toujours vos connaissances. Bien. Une autre question? Non, c'est pas quelque chose d'autre. C'est les dernières. Non, ouais. La saisie par enroulement. Oui. La saisie, il y avait encore une question? Par enroulement. La saisie par enroulement. Alors, je suppose que la saisie par enroulement, vous entendez donc le bras, parce que moi, enroulement, j'ai entendu plein de choses. Donc, la saisie enroulement, on va dire que c'est comme ceci. Nous sommes d'accord. Voilà. Alors, il y a, encore une fois, des bases. Et ce sont les dernières indications pour aujourd'hui, parce que, voilà, après, je vais vous libérer. Et je ne pourrai pas malheureusement répondre à toutes les questions. Nous sommes d'accord que l'enroulement, pour moi, je l'entends par l'intérieur. OK? Bien. Si je fais un enroulement par l'intérieur, je suppose que vous connaissez les bases au niveau du Krav Maga. Ce n'est pas 1, 2, j'enroule et 3, j'avance. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Parce que si je fais 1 et j'enroule, l'arme, elle va se promener par là-haut et ce n'est pas terrible. Sport de combat de base, sur action au couteau, je fais ma parade et je rentre avant d'enrouler. Et quand j'enroule, vous voyez l'arme, elle va passer derrière ici. Donc l'arme, elle est forcément derrière. Et je ne risque plus grand-chose. Et je peux, encore une fois, éviter le réarmer parce qu'il y a blocage du coude, le bras ne peut pas réarmer et je peux intervenir ici au niveau du visage. Voilà. Donc ça, c'est l'enroulement. Enroulement par l'extérieur, j'en parle même pas, je vous montre. J'enroule par l'extérieur. Bonjour. Voilà. Donc, je voudrais une dernière réponse par rapport à une question. Donc, anticiper et rentrer dans l'attaque. Oui, mais qu'est-ce que vous entendez par anticiper? À partir du moment où vous voyez la personne avec le couteau, il n'y a plus d'anticipation, vous savez que c'est un couteau. Ensuite, rentrer dans l'attaque, oui, bien sûr, en sortant de l'axe d'attaque et suivant la manière dont l'adversaire il tient l'arme, bien sûr. Anticiper, encore une fois, je dirais plutôt, c'est de rentrer dans l'attaque. Difficile un petit peu d'anticiper une attaque. Si vous avez quelqu'un qui a un couteau à la main, vous vous dites, OK, je vais anticiper, vous le frappez, c'était pas évident. Je veux dire, c'était pas sûr qu'il y aurait une attaque. L'attaque, elle va être signifiée elle va être caractérisée lorsque la personne va venir. Et là, encore une fois, eh bien, c'est l'entraînement qui rentre en ligne de compte. Vous n'avez plus besoin de réfléchir. Vous savez que votre système nerveux, il y a une case qui est prévue pour cette action avec ces idées d'armes comme ceci. Eh bien, vous allez entrer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas, encore une fois, l'attaque qui est importante. Je veux dire, ce sont vos connaissances. Parce que sinon, il faudrait que, suivant les gabarits de la personne, il y ait des attaques et des contres qui soient, des ripostes qui soient différentes. Or, que la personne fasse 1m80 ou que la personne fasse 1m60, il va m'attaquer à un certain point. Si la personne mesure 2 mètres de haut, il va venir pour me travailler un estoc, il va venir là. Si la personne fait 1m60, pour travailler un estoc, elle va également venir ici. La personne qui fait 2 mètres, elle ne va pas venir m'attaquer là-haut. Donc les parades et les actions, elles restent les mêmes. De rentrer dans une action, encore une fois, oui, bien sûr, pour éviter à l'adversaire de réarmer. C'est surtout ça qui est important. Je rentre, je touche, pour ceux qui veulent déjà rentrer, je rentre, j'attaque, je suis en contact avec lui et je l'empêche de réagir. D'accord? Voilà. Par contre, les parades,
et parade, saisie, contre. Voilà. Un coup au but, et c'est réglé. Voilà. Donc, Oui. Quand l'attaque se fait, si la personne n'a pas encore rentré dans l'espace vital de l'autre, tu réagis comment? Tu fais quoi à ce moment-là? Par rapport à une personne qui n'est pas rentrée dans l'espace vital. Voilà. Oui, il y avait une question, donc voilà. L'attaque se fait, mais la personne, elle n'est pas rentrée dans mon espace vital. D'accord. Moi, je vais simplement vous répondre. Si la personne, elle n'est pas rentrée dans mon espace vital, je ne peux rien faire. D'accord. Quelqu'un qui est au couteau, encore une fois, si le pied côté armé est à l'arrière, il y a deux solutions. D'accord. Soit ça va être un chassé, soit ça va être un sursaut, soit ça va être avancé d'un pas. Donc, si la personne, encore une fois, n'est pas rentrée dans mon cercle vital, j'aurais beaucoup de difficultés, encore une fois, à agir. La seule chose que je pourrais faire, c'est éventuellement de lancer la jambe. Mais rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure, avec une attaque au couteau, moi, je ne mettrai pas la jambe. D'accord. Il y en a qui font des désarmés avec coups de pied gifle au niveau de l'avant-bras et autres. Oui. Ouais. Ça peut se faire. Voilà. Walker Texas Ranger. C'est ce que moi j'appelle entre autres aussi des magiciens. Voilà. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On a déjà dépassé un tout petit peu. Moi, ce que je vous propose encore une fois, c'est si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je peux vous me les envoyer par mail. Je vous y répondrai encore une fois sur mes disponibilités parce que je suis énormément engagé. Donc, mais je vous répondrai. Ne me téléphonez pas parce que c'est juste pas possible. Mais par contre, voilà, envoyez-moi des mails et je vous répondrai dans la mesure du possible. J'espère que j'ai apporté quelques éléments à vos connaissances. Il n'était pas du tout dans mon intention de me superposer à vos professeurs. Vous êtes des gens qui sont tout à fait compétents. Je voulais simplement vous faire partager mon expérience, vous faire partager les choses et ces entraînements qui ont fait que aujourd'hui, après pratiquement 40 années d'intervention et autres, eh bien, tous les soirs, je rentre chez moi en bonne santé pour retrouver ceux qui me sont chers. Voilà. Donc, je vais vous laisser passer un bon dimanche. Merci de m'avoir accompagné à ces visioconférences. Et encore une fois, n'hésitez pas à m'envoyer mail. Mon adresse mail, c'est écolejoselario@gmail.com. Voilà. Je crois que vous pouvez également revisionner sur le site de la FFK cette intervention. Voilà. Merci à tous et puis bon courage pour la suite. Voilà. Au revoir, bon dimanche encore. Merci.